crise post-électorale à travers un prisme qui est à la fois géopolitique et géostratégique face à la montée des pays émergents, face à la montée de la Chine, de l'Inde, du Japon, en tout cas des pays asiatiques en Afrique de l'Ouest et notamment en Côte d'Ivoire, les États-Unis et la France, qui sont deux puissances dont les économies sont en perte de vitesse, avaient besoin de s'accrocher à la Côte d'Ivoire, dont tout le monde sait aujourd'hui qu'elle regorge de pétrole. Et la France est à la remorque des États-Unis, comme les États-Unis sont également à la remorque de la France pour défendre des intérêts particuliers qui ne sont pas du tout liés à la défense de la sécurité dans cette sous-région. Il s'agit des calculs purement politiciens, économiques et financiers, parce qu'il y a des lobbies qui espèrent qu'une fois M. Ouattara installé au pouvoir, leur renverrait l'ascenseur. C'est cela la réalité ivoirienne. Elle n'obéit à aucune logique de maintien de la paix et de la sécurité. La France et les États-Unis agissent dans le sens de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire et non dans le sens de la stabilisation de ce pays et de la sous-région. Madame Blackman. Oui, merci. Je voudrais d'abord poser une question technique. Là, c'est un peu le scénario de la Floride, le scénario américain en 2000, recompter les voix. C'est le Conseil constitutionnel, ceux qui avaient ou qui a la compétence d'une telle initiative. Et notre Constitution, dont j'ai copie ici, prévoit qu'en cas de contentieux électoral, le Conseil constitutionnel peut imaginer toutes les possibilités. Ce que je voudrais dire est la chose suivante. Concernant l'annonce précipitée, et voire même théâtrale, des résultats de l'élection par la CEI, je vais apporter un élément d'information. Une fois le délai de 72 heures passé, la CEI avait la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel avec l'obligation pour obtenir un délai de carence qui peut aller de 1 jour à 30 jours. Pourquoi la CEI, qui n'a pas achevé son travail, comme son président l'a affirmé une demi-heure avant minuit, pourquoi la CEI donc n'a-t-elle pas sollicité ou respecté ce point qui figure quand même dans le code électoral? Je vais également vous donner une information importante. Dans la journée du mercredi, donc, qui a précédé l'annonce des chiffres ou des résultats par M. Bakayoko, le président de la commission électorale a envoyé 2 courriers au président du Conseil constitutionnel pour solliciter, d'abord pour l'informer qu'il y aura probablement un retard, d'une part, et d'autre part, pour solliciter ses conseils. Ensuite, il a eu un entretien. Le président de la commission électorale indépendante a eu un entretien avec le président du Conseil constitutionnel, toujours à ce propos. Alors, naturellement, le président de cette institution est surpris d'observer que le lendemain, le président de la CEI annonce, depuis le budget des campagnes de M. Ouattara, des prétendus résumés ou des présumés résultats de l'élection présidentielle. Donc, c'est quand même un élément important. Tout à l'heure, notre ami parlait des médias, mais sans les accabler. Le minimum, c'est de faire preuve de perspicacité, c'est de chercher l'information, c'est de s'informer des conditions dans lesquelles ces résultats présumés de l'élection ont été proclamés ne sont pas du tout conformes à nos lois et règlements, pas conformes à la constitution ivoirienne. C'est cela qui pose problème. Indépendamment du fait que le président Gbagbo a introduit, quelques heures après la clôture du scrutin, un ensemble de recours à l'annulation parce que des électeurs ont été empêchés de voter, parce que M. Ouattara a lancé une technologie électorale en bourrant les urnes. Par exemple, un chiffre, dans une localité où nous avions 10 000 inscrits au premier tour, on avait au second tour 20 000 inscrits, alors même qu'il n'y a pas eu d'enrôlement sur la liste électorale entre les 2 tours. C'est un chiffre que je donne, mais nous avons des documents ici qui l'attestent et le Conseil constitutionnel a rendu son arrêt sur la foi des réclamations engagées par le candidat Laurent Gbagbo. C'est cette réalité qui permet d'éclairer la crise post-électorale actuelle. Et la France
les États-Unis et les autres savent pertinemment que c'est un push électoral qu'ils ont tenté de cautionner, que c'est une tentative de hold-up électoral qu'ils ont mis en œuvre contre le président Gbagbo. Et je vais vous apporter une autre information, et juste après, Maître pourra parler. Puisque j'ai été témoin direct de ce dont je vais vous parler, témoin direct, le soir du premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 31 octobre, moi, j'ai reçu un appel d'un proche collaborateur de M. Choi, le représentant spécial des Nations Unies à Abidjan. Cet interlocuteur, qui est un proche collaborateur de M. Choi, m'a alerté sur le fait que 48 heures avant la tenue du scrutin, M. Choi, le représentant de l'Union européenne, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis et quelques ambassadeurs d'Europe s'étaient réunis au siège de l'ONUCI à Abidjan, à l'hôtel Sebroko, afin de tenir une réunion sur l'élection, réunion au cours de laquelle ils ont décidé de donner M. Ouattara vainqueur dans le premier tour. Cette personne, je l'ai rencontrée, elle a témoigné, elle m'a demandé d'alerter le président Gbagbo. Ce que j'ai fait dans la demi-heure qui a suivi, et dans la nuit de dimanche à lundi, Laurent Gbagbo a convoqué à sa résidence M. Choi pour lui faire part de ce qu'il venait apprendre. Naturellement, M. Choi a nié, il a reconnu la tenue de cette réunion, il a demandé le nom de son collaborateur, ce que le président Gbagbo a fait, il lui a donné son nom avec son téléphone, il a dit effectivement, c'est un de mes collaborateurs, mais rassurez-vous, M. le Président, nous avons bien tenu la réunion, mais il ne s'agissait pas de faire un complot électoral contre vous. Gbagbo lui a dit ceci, soit, mais je vous mets en garde, je suis informé de ce que vous préparez, le peuple ivoirien ne se laissera pas faire. Madame, c'est un fait important de cette histoire électorale que je vous donne. Je suis tenu par le devoir de réserve, mais nous avons beaucoup de choses à dire. Nous nous obtenons à nos lois et à notre constitution. L'Europe, la France et les États-Unis complotent actuellement contre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une unanimité qui est fondée. On veut installer au pouvoir un individu, M. Ouattara, qui est membre d'une certaine ligue d'intérêts financiers, militaires. Ils veulent absolument s'accaparer le pouvoir d'État. Donc tous les moyens sont bons. On a diabolisé Gbagbo, mais parce qu'on ne l'attendait pas. On voyait un héritier d'Oufouette, on voyait Bétier, mais M. Ouattara a passé sa vie à faire des coups d'État. En 1993, il a tenté un coup d'État constitutionnel contre Bédier en refusant l'application d'un article de la Constitution qui disait qu'en cas de décès du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée qui doit prendre la succession. M. Ouattara a tenté, il a échoué. En 1999, il a fait un putsch avec ses amis de l'armée pour installer le général Gueye au pouvoir. Et comme l'entente n'a pas fonctionné, il a essayé en août 2000 de faire assassiner Gueye. Ensuite, il n'a pas pu être candidat en 2000, aux élections de 2000, octobre 2000. En 2001, Gbagbo installé au pouvoir, Ouattara a encore essayé de faire un coup d'État. En septembre 2002, il est revenu à la faveur d'une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion en créant la partition du pays en deux. Et c'est cet individu-là pour lequel la communauté internationale ferait l'unanimité contre Gbagbo, mais il s'agit d'une fiction. C'est le monde à l'envers. Imaginez-vous, madame, excusez-moi, mais imaginez-vous Ben Laden, candidat à la mairie de New York après les attentats du 11 septembre. Mais c'est exactement le cas de M. Ouattara, ou de Bruxelles. Ou de Bruxelles, puisque le monde est, comme on dit, planétaire. Imaginez-vous un seul instant que M. Laden puisse aller faire campagne à New York, alors même qu'il a fait massacrer des personnes. Il faut qu'on soit sérieux. Quand il s'agit de l'Afrique, il ne faut pas qu'on inverse les valeurs. L'Europe qui a connu, je l'ai dit tantôt, 2 guerres mondiales, ne peut pas cautionner des terroristes, des criminels, des assassins. Et l'avocat qui est là l'a dit. Nous avons des dossiers, nous avons des preuves, des témoignages, mais des massacres à grande échelle des gens. Pourquoi? Pour des ambitions personnelles, mais qui ne visent même pas à servir la population, mais à servir les clans. M. Ouattara est l'ami de Bolloré, de M. Moïse, de M. Sarkozy, et puis il est membre de la grande horloge maçonnique française, et puis il est l'ami de je ne sais quoi. Un de ses collaborateurs a pour ex-épouse la conseillère Afrique de M. Obama. Alors donc c'est celle-là qui prend les communes. Vous voyez, il ne s'agit plus d'affaires d'État, mais d'affaires de copains et de coquins. Eh bien, sachez que la sécurité du monde ne peut pas être liée à ces faits-là. Nous allons résister pacifiquement, avec pour seule arme
la constitution de la République de Côte d'Ivoire que j'ai ici, c'est cela notre joker, c'est cela notre principale arme, et partout nous ferons valoir ce point de vue-là. Maître. Oui, je voudrais, en répondant à la question de madame, je dis, supposons que la France soit de bonne foi, que toute la communauté internationale dont on parle soit de bonne foi. Supposons que réellement, elle est convaincue que Ouattara a gagné les élections. Alors on suppose qu'elle reconnaît qu'en Côte d'Ivoire, il y a des institutions, parce qu'il a fallu que ces institutions-là organisent ces élections pour qu'un monsieur comme Ouattara dise « j'ai gagné des élections ». À partir de quoi? À partir de ces institutions. Alors, à contrario, l'article 48 qui a fait de Ouattara candidat, parce qu'il ne l'était pas, parce qu'il n'avait pas la nationalité ivoirienne, il ne l'a toujours pas, et à titre exceptionnel, parce que nous étions confinés dans une partition de fait qui a été créée à un moment donné par la force Licorne, opération Licorne, comme opération Turquoise, comme opération Barracuda, ça on sait. Donc, cette opération Licorne en Côte d'Ivoire, oui, opération Turquoise, c'est la même chose. On a donné des armes aux Hutus pour tuer les Tutsis. On a et aujourd'hui on dit le génocide rwandais, on s'en fait des choux gras. Mais en réalité, le génocide rwandais a été créé de toutes pièces, comme on veut le créer en Côte d'Ivoire. J'en passe. Alors, l'article 48 a fait de Ouattara un candidat. Le même article, il sort d'une constitution qui n'est pas abrogée. Et c'est cette constitution qui donne des pouvoirs exceptionnels au Conseil constitutionnel, qui lui seul, en tant que juridiction de second degré, c'est-à-dire quand elle a décidé, on ne peut plus. Donc pour en venir à votre question de recomptage, le Conseil constitutionnel a déjà proclamé les résultats définitifs. Ce n'est pas parce que c'est en Afrique qu'il faut revenir à une affaire de comptage comme en Floride. Donc, le Conseil constitutionnel issu de cette constitution qui fait de Ouattara candidat à Pretoria ne peut pas être nié aujourd'hui. Donc, si la question se pose de savoir pourquoi toute la communauté internationale est contre Gbagbo et que dit que Ouattara est candidat, est élu, ça veut dire que la même communauté devrait alors dire l'article 48 qui a fait de Ouattara, c'est-à-dire on retourne en arrière. Donc il faut qu'on ait l'honnêteté. Alors je dis, si on est de bonne foi, alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est que la commission électorale indépendante, qui n'est qu'une structure administrative, qui n'a que pour rôle l'organisation des élections, qui nous ont coûté si cher en passant, 150 milliards de francs CFA. Il fallait qu'on accepte, faute de quoi? On aurait dit au départ que Baba avait l'intention de tricher, parce que nous on avait notre organisme, l'INS, qui avait déjà le personnel, qui avait déjà fait l'enrôlement en 2000. On dit, oh non, non, on ne veut pas de cet institut-là, c'est de Gbagbo. Donc cet institut nous amène aujourd'hui à Sagem. On a payé 150 milliards de francs CFA, alors qu'avec 500 millions de francs CFA, on peut construire l'hôpital tout neuf. On ne parlera plus de pauvreté en Afrique, puisque nous, on peut résorber notre pauvreté plutôt que de les mettre dans les élections. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des textes, il y a des dispositions avec lesquelles il faut tenir. Maintenant, la mauvaise foi, parce qu'il y a la bonne foi et la mauvaise foi, la mauvaise foi, c'est de dire, on sait tout ça, mais on a décidé que ce soit Ouattara qui soit président de Côte d'Ivoire. Voilà où on en est, madame. Voilà. Je voulais dire simplement préciser que les informations sont dans le dossier de presse qui vous a été donné. Il y a l'aspect juridique.